triathlon sur Eurosport avec Reebok. À Hawaï, il y a l'imagination, l'exotisme, la tranquillité. Et puis il y a un autre Hawaï, un peu plus brutal, une chaleur, une nature un peu sauvage, les champs de lave. Bienvenue sur Eurosport pour ce que l'on peut considérer comme l'événement de l'année sur Eurosport en matière de triathlon, l'Ironman d'Hawaï. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, pour nous commenter cet événement, et bien d'accueillir Éric Plantin. Éric Plantin, on peut d'ores et déjà le dire, qui sera le meilleur français sur cette épreuve. Marc Allen, lui n'est pas là. On s'en expliquera un petit peu plus tard. C'est un choix stratégique. Pauli Kiuru, le Finlandais, lui fait partie des favoris. Et puis il y a bien sûr l'Allemand Jürgen Zak, un cycliste particulièrement redoutable et redouté. Greg Welch, il a raté plusieurs fois son rendez-vous avec Hawaï, mais cette année, eh bien peut-être avec l'aide de Marc Allen, aura-t-il une chance. Et puis il y a une wildcard complètement insensée, celle de Dave Scott, 40 ans, 6 fois vainqueur déjà de l'épreuve. Voilà, on se retrouve 2 heures avant le départ sur le pier de Kailua-Kona, Hawaï. Et là maintenant, effectivement, 2 heures avant le départ, eh bien, tous les athlètes sont déjà prêts. Ça veut dire qu'on se réveille à quelle heure? En règle générale, on se réveille 3h30 avant la course, de manière à avoir les idées à peu près claires. C'est toujours le moment le plus difficile de la journée, à savoir d'ouvrir les yeux et de se dire ça y est, c'est le grand jour qui s'annonce. On s'est entraîné depuis des mois pour ça et on sait que c'est dans quelques poignées de minutes. Voilà donc le présentateur de la télévision américaine qui continue donc à faire ce descriptif. Effectivement, c'est un aboutissement pour des centaines et des centaines d'athlètes. Un objectif, on peut dire, annuel et pour certains même l'objectif d'une carrière. Les petits bracelets, eh bien, ce sont les laissez-passer. C'est la preuve que l'on est bien inscrit et que l'on a le droit, que l'on a le privilège de participer à l'Ironman. Voilà. En plus, ce sont des bracelets magnétiques et ça permettra à chaque fin d'épreuve de prendre les temps intermédiaires des athlètes. On vient de la voir rapidement. C'est une des légendes également de l'Ironman, Paula Newby-Fraser, qui a déjà gagné 6 fois l'épreuve. Karen Smyers, l'américaine, qui a déjà 4 Ironman derrière elle, que l'on a vu un petit peu également sur le circuit ITU. Wendy Graham, elle aussi américaine, et elle fait partie également un peu de ces légendes de toutes ces américaines et australiennes qui animent habituellement ces épreuves. La victoire de Paola, c'était en 93. Une victoire qu'elle avait déjà commencé à fêter en 86. Il y a également le Finlandais Pauli Kiuru, numéro 2. Et comme tous les athlètes, eh bien, il y a un contrôle médical avant le départ. Greg Welch qui est là, aussi particulièrement concentré. L'année dernière, il n'avait pas pu participer parce que, maintenant on peut le dire, il s'était fracturé la clavicule après, disons, une bonne bringue. C'est pas étonnant quand on connaît la personnalité du garçon. Jürgen Zak, et puis maintenant, le retour de Dave Scott, 40 ans. On aura le temps d'en parler. Ce reportage superbe dure 1h30, donc nous allons prendre notre temps, privilégier effectivement les témoignages d'Éric Plantin qui sont bien évidemment de tout premier ordre, puisqu'il était au cœur de l'action, et non seulement au cœur de l'action, mais également devant. Il faut savoir également dans cette épreuve, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se fixent des défis,
qui se fixent des objectifs, même si ce ne sont pas des athlètes qui courent pour être devant. Soit ils ont déjà atteint un âge respectable et puis sont persuadés que le mental va jouer un rôle particulièrement important. Il y aura notamment Lynn Edwards qu'on vient de voir, qui a 71 ans et qui sera la participante la plus âgée. Côté homme, eh bien c'est lui, c'est Jim Ward, 77 ans, et puis il y a également John Franks qui va participer à cette épreuve sur une chaise roulante. Alors que le jour est en train de se lever doucement, c'est la concentration. À quoi pense-t-on? On pense sans doute qu'on va avoir très mal et que quoi qu'il arrive pour chacun, c'est d'aller au bout. Ça sera le premier objectif. Et pour les meilleurs, tenter de faire un truc, comme on dit dans le jargon sportif. On pense à sa famille, on pense aux heures passées sur le vélo pendant l'hiver, on pense à plein de choses. Voilà Mark Allen qui a gagné cette épreuve 5 fois, mais 5 fois d'affilée, attention, et ça je crois que c'est quand même important. Et donc il nous fait un petit peu le point sur l'année dernière en disant que Jürgen Zak avait vraiment fait un grand coup en vélo, notamment en établissant un nouveau record en temps en vélo. Greg Welch, pour lui, ça va être un problème de tempo, c'est-à-dire de rythme, et donc là tout va être pour lui un problème de patience et de timing. En ce qui concerne Pauli Kourou, eh bien il reste vraiment quelque chose de particulièrement agressif, quelqu'un qui peut gagner sur cette épreuve, mais il a un petit problème cardiaque, il faut qu'il se contrôle. Dit-il. Et puis il y a évidemment Dave Scott, 40 ans, qui relève un autre défi et qui va être effectivement spectaculaire. On reviendra sur les raisons de l'absence de Mark Allen, qui a eu une saison un petit peu curieuse, qui a voulu se lancer dans le marathon avec un départ, disons, un faux départ, qui était annoncé dans un ou deux Ironman, et puis en définitive il n'a pas vraiment fait grand chose. Alors Phil Liggett, qui est également un des correspondants de la télévision, nous dit donc que la natation c'est 3 km 8. Ensuite, attention, 3 km 8 dans le Pacifique, 180 km dans une nature, disons, sauvage. Vous aurez l'occasion de vous imaginer ce que ça peut être. Et puis surtout un marathon de 42,19 exactement par 35 degrés. Disons que les meilleurs s'en sortiront dans le meilleur des cas avec quelque chose comme 8 heures. Voilà le site, c'est l'île d'Hawaï. Avec Eric, donc un petit retour sur Hawaï. C'est-à-dire qu'on voit que là c'était Kailua, mais avant c'était sur l'île d'Oahu. Tout à fait. En fait, en 77, quand des Marines ont imaginé l'épreuve, ils étaient basés à Pearl Harbor, sur l'île d'Oahu, et la natation c'était la traversée de la baie de Waikiki, le vélo c'était le tour de l'île et le marathon d'Honolulu pour finir. Donc là on voit ce trajet de natation, donc avec un demi-tour. Pour faire ce demi-tour dans cette baie, c'est à peu près 50 minutes. Ensuite le parcours en vélo. Alors là attention, c'est quelque chose, ça part du ponton de Kailua, c'est 180 km, et là inutile de dire que ça monte et ça descend dans tous les sens. Oui, c'est un aller-retour très vallonné, mais ça favorise quand même les gros rouleurs. Voilà, 180 km, c'est-à-dire en système métrique américain, ce sont 112 miles. Avec un long parcours en aller-retour le long de la côte. Est-ce qu'on y prête un petit peu attention? Pas vraiment. On a pu cette année admirer le décor du nouveau film de Kevin Costner qui était sur la mer, mais en fait c'était une image furtive. On pense surtout à ce qui nous attend. La course à pied, un marathon donc. Marathon avec pareil un parcours très vallonné dans les champs de lave et certains endroits où il fait très très chaud parce que ce n'est pas du tout ventilé. Et puis c'est la dernière épreuve, pour la plupart on est un peu au bout du rouleau. Voilà, avec encore un point important, c'est qu'à chaque fois il y a des demi-tours, ces instants un petit peu cruels où on peut mesurer l'écart qui nous sépare, ou plutôt exactement qui sépare les athlètes de la tête de la course. Là, les images reflètent vraiment la tension qui peut régner avant un départ. C'est très très chaud. Effectivement, on essaye de se faire un vide dans les esprits, et là, donc cette image de Dan Franks
John Franks qui va donc participer à cette épreuve. Je vous rappelle qu'il est là maintenant, je vous laisse commenter. Alors c'est le départ, c'est comme un journaliste l'a très bien mentionné, c'est vraiment la machine à laver. Bon, pour les premiers qui se dégagent, ça va, mais derrière, c'est épouvantable. On reçoit des claques, des coups de poing, des coups de pied. C'est un sauve-qui-peut général. Il est bon ton de partir rapidement pour se dégager, mais étant donné que le départ est donné pour les 1500 athlètes en même temps, c'est vraiment c'est une épreuve de survie pendant les 300 premiers mètres. Mais ça veut dire aussi que l'esprit ne réfléchit plus, on fonctionne par automatisme et ça y est, on se dit qu'on est parti. Il faut se dégager, c'est surtout ne pas se faire couler, essayer de prendre la meilleure position, essayer de récupérer un petit peu son souffle, parce que comme on part très vite, on est très vite essoufflé, et se dire qu'il faut prendre un rythme le plus régulier possible dès que ce sera possible. Voilà donc un petit extrait qui permet de constater également que l'eau dans laquelle vous nagez à Hawaï est particulièrement splendide et préservée, ce qui n'est pas forcément toujours le cas lors des triathlons en Europe. C'est vrai, le triathlon de Paris et la Seine, c'est pas tout à fait le même cas. Voilà, bien évidemment, il y aura plusieurs parties tout au long de ce reportage. Un reportage de plus d'1h30 d'une très grande qualité, comme vous avez pu en juger, avec de très gros moyens mis en place par les organisateurs américains chaque année. Et je vous propose bien évidemment de rester en notre compagnie. On revient tout de suite après cette pause. Nous sommes à nouveau sur le Gatorade Ironman, le vrai, celui d'Hawaï, l'unique, avec donc ce départ en natation et puis surtout en compagnie d'Éric Plantin. Éric Plantin, 31 ans, licencié à l'US Créteil, dont c'est la 5e participation sur cet Ironman, qui a fait une bonne saison, bien, on pourra peut-être en dire quelques mots, qu'il a été négligé par la fédération. Il a quand même fait 5e à Lanzarote, 5e à Embrun, et cette année, encore une fois, il sera le meilleur français sur ce grand rendez-vous. On aura le temps de faire des commentaires tout à l'heure. Pour le moment, donc le point sur la natation, avec pas mal de gens devant, et notamment Alec Rukosuev. Alec Rukosuev qui avait fait déjà un demi-triathlon dans des conditions particulièrement dantesques et qui avait bien fonctionné. Nick Croft est également dans le coup. Et James Bonnet, un nageur de l'université américaine de Texas. Des équipes universitaires aux États-Unis particulièrement pointues. Je crois qu'il est à noter que tous les nageurs qui se trouvent en tête sont d'anciens nageurs de formation, qui ont tous des techniques de nage parfaites et qu'on ne s'improvise pas nageur en faisant du triathlon. Ce sont des gens qui viennent de la natation en règle générale. Que ça soit Dave Scott ou Mark Allen, les deux étaient d'anciens maîtres nageurs. Avec derrière cette image assez spectaculaire de John Franks en train de nager, accompagné par un sorte d'assistant, de guide. Il nage sur le dos bien évidemment puisqu'il est paralysé. Il a un système de flotteur. Et là il nous dit, je vais essayer de faire le mieux que je puisse faire dans cette situation. Je me suis cassé le dos, dit-il, en 85, et pour des raisons qui me sont personnelles, eh bien j'ai décidé de faire l'Ironman, et je me suis vraiment fixé comme objectif de le faire, et surtout de tout faire pour pouvoir aller au bout. Dan, qui est chiropracteur et qui a bien évidemment fait part de son expérience à d'autres personnes. J'essaye d'avoir un bon esprit, de faire des blagues, mais des fois c'est un petit peu difficile, on est obligé de réfléchir. Tout le monde est différent et... Mais en tout cas, ça m'a appris de me dire que lorsque j'avais fait 1m92, que j'étais en pleine forme et que je me retrouve maintenant avec le dos rétamé, peut-on dire, eh bien ça apprend à réfléchir et à voir la vie d'une autre manière.
chose la plus difficile dans une chaise, c'est de dialoguer avec les autres personnes, parce que les autres personnes, c'est à partir du moment où vous êtes sur une chaise roulante, c'est fini. Et lorsque j'ai dit on va faire un Ironman, les gens me disent ah, mais tu plaisantes, c'est pas possible. Et c'est très dur de faire partager ce genre d'expérience avec d'autres personnes. Et moi, mon expérience, c'est que effectivement, c'est quelque chose d'un peu difficile à imaginer, mais je peux y arriver. C'était une grande leçon d'humilité, en tout cas, de vivre son handicap de cette façon. C'est spectaculaire également. On est de retour donc dans la course maintenant avec Colin Newby-Fraser. Alors justement, il y a un groupe, Jürgen Zeck devait être en compagnie de notre confrère allemand pour commenter cet Ironman de la même manière que vous, Eric Plantin, vous le faites actuellement. Et donc il avait confié par téléphone qu'il s'était retrouvé dans ce pack où il devait y avoir, je crois également, Rob Barrel, plusieurs autres athlètes, et qu'ils avaient décidé de rester un peu dans ce groupe. Vous, à ce moment-là, vous étiez où? J'étais dans les choux. C'est-à-dire que cette année, je ne me suis pas entraîné énormément en natation. Et quoi qu'il en soit, je n'ai pas les qualités de toute façon de nageur pour suivre ce groupe-là. Et j'étais un peu enfermé à 2 ou 3 minutes de ce groupe. Mais bien souvent, les triathlètes, quand ils s'aperçoivent qu'ils sont avec des nageurs du même niveau, décident de faire cause commune parce que l'épreuve est longue et ça ne sert à rien de gagner quelques secondes en perdant beaucoup de force à ce moment-là. Cause commune, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que les athlètes, puisque c'est autorisé, prennent des petits relais, ils cherchent à se placer, ils se mettent dans les battements de celui qui le précède, ce qui permet de profiter d'une certaine aspiration, comme finalement en vélo. En vélo, d'accord. Mais donc on arrive à sentir quand même cette aspiration en dépit d'une mer un petit peu agitée, enfin même si elle est relativement calme, on est quand même en pleine mer dans l'océan. Il faut l'avoir vécu pour vraiment le comprendre, mais c'est beaucoup plus facile dans les battements. Voilà, pas loin du virage là. Non, oui, le virage est matérialisé par les deux bateaux. Les deux bateaux, et là pour le moment, donc Greg Welch est quand même bien placé, il est dans le groupe de tête. Voilà, il y a un chrono intermédiaire qui est placé sur le bateau. Et que les nageurs peuvent voir. Et que les nageurs peuvent voir. Et en ce qui me concerne, quand j'ai vu le temps que j'avais à la mi-parcours, j'ai pris un petit coup au moral parce qu'en fait, les conditions étaient difficiles. Il y avait un fort courant et des vagues un petit peu latérales. Et la plupart des nageurs ont mis beaucoup plus de temps qu'ils escomptaient. Alors donc, après 1,9 km, il y a toujours Alex Roukozev qui était déjà sorti en 93 à la 2e place et qui est toujours en tête. Alec Roukozev qui vit d'ailleurs en Floride. Derrière lui, il y a Nick Croft et puis James Bonnet, toujours ce nageur de l'université américaine. Et puis en ce qui vous concerne, donc Eric Plantin, vous êtes pour le moment un petit peu plus loin. On pourra y revenir tout à l'heure. Avec, regardez, quand même un bon petit clapot qui ne doit pas être évident à négocier sur des distances aussi longues. Pas évident, surtout quand on a les lunettes à la hauteur des vagues, on ne voit pas bien ce qui se passe devant. Et là, bon, c'est détaché puisqu'il s'agit des premiers, mais quand on est à l'arrière, en fait, on a l'impression que c'est un départ qui continue. On est entouré de 50 ou 100 nageurs et c'était vraiment difficile de bien se repérer. Là derrière, on voit que les styles commencent à être un petit peu plus heurtés. En fait, ça glisse moins, ça se bat davantage avec l'eau. La température de l'eau à Hawaï, j'imagine. Elle imagine bien, idéal voilà. pour flâner, pour prendre un bain de soleil sur la plage. Mais donc c'est bien ça, on l'a bien imaginé. Ouais. Et ce qui est curieux quand même, c'est qu'après 1,9 km, eh bien, ça reste un pack très concentré. Regardez comment ils sont. Ouais, et là c'est surtout qu'on est au virage, là, juste dans le virage, et là c'est effarant comme image. Moi, je suis resté coincé 15 secondes à me faire couler, et ça fait déjà une demi-heure qu'on nage le crawl. C'est intense comme effort. C'est un peu décourageant à ce moment-là. Dave Scott qui nous dit que à 40 ans, eh bien, c'est un petit peu l'âge où on va faire le break. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on abandonne, ou est-ce que c'est un nouveau challenge qu'on peut relever? Et j'avais commencé un peu à arrêter vers 89.
Et puis j'avais été bien évidemment déçu en étant deuxième derrière Mark Allen. Et en fait, le challenge, c'était de revenir. Et j'ai vraiment envie d'arriver dans la meilleure forme qui soit pour revenir, même à 40 ans, et voir ce que je peux faire, peut-être même être encore plus rapide. Et ne pas me préoccuper de ce que les gens disent, mais uniquement me concentrer sur mon objectif. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. L'Ironman d'Hawaï avec les dernières brassées, les derniers instants dans l'océan en compagnie d'Éric Plantin. Donc après 3,8 km de natation, les bras commencent à devenir très lourds, les jambes également. Et là, ce sont maintenant les instants pour sortir de l'eau. Avec évidemment une transition qui va être particulièrement difficile et une grosse pression. Voilà cet instant où tout le sang qui était massé un peu dans les épaules se met à redescendre. On est dans quel état là? On est un peu groggy en fait, hein, comme après une nuit de Java. Et en règle générale, les derniers mètres sont un petit peu utilisés à mettre davantage de battements de jambes pour s'échauffer un petit peu pour l'épreuve suivante qui est le vélo. On essaye aussi pendant les derniers mètres de la natation de penser à sa transition, un petit peu presque de la sophrologie pour ne rien rater. Voilà, les visages sont à la fois marqués par l'effort mais aussi par la trace des lunettes. Voilà, exactement, les lunettes qui donnent un peu un effet de succion. Parce que là, Greg Welch, on aurait dit qu'il avait 50 ans. Hein. Il faut également souligner que cette épreuve, eh bien, ce sont 20 000 spectateurs, 5 000 volontaires tout au long de l'épreuve. Et ça, de toutes les manières, que ce soit à Hawaï ou en France ou n'importe où, eh bien, tous les organisateurs savent qu'une opération, qu'une épreuve telle qu'un Ironman, eh bien, n'est possible que grâce à la participation des volontaires. Il y a à peu près 3 volontaires par athlète, en fait, sur cette épreuve. Il y a aussi 500 journalistes qui font le déplacement, donc ça... C'est vraiment l'épreuve phare du calendrier annuel. On voit beaucoup d'hommes, mais il ne faut pas oublier que les femmes s'en sortent très très bien dans cette discipline, puisque la première a dû sortir 13e au scratch, c'est-à-dire sur 1450 athlètes, 13e c'est pas mal. Alors d'ailleurs on va faire le point un petit peu sur chez les hommes. Eh bien, le premier à sortir de l'eau, eh bien, c'est Alec Rokozoev qui sort en 49,16 avec derrière l'américain James Bonney. Greg Welch, lui, sort en 50,22, il est 7e, il est pas mal du tout. Et puis Mike Pigg, il ne faut pas l'oublier, Mike Pigg qui a été un des grands animateurs du TPT Tour, du Tour professionnel, lui sort en 9e position en 50,30. Chez les filles, eh bien, la nageuse la plus rapide, eh bien, c'était déjà celle qui avait nagé le plus vite l'année dernière en 93, Ute Mückel, l'allemande, en 51,42. Voilà, ensuite c'est parti pour le vélo. Alors là, 180 km de vélo. Quel temps il nous faut alors que Paula Newby-Fraser est en 54,19 sur la natation, elle aussi est bien sortie. Quel temps il faut pour récupérer un petit peu de l'effort de natation et pouvoir vraiment rentrer dans un rythme, je dirais une phase cycliste, hein? Ben en fait, là, on n'a pas tellement le temps de se poser la question, puisque dès la sortie de l'eau, on a une espèce de petit mur à passer en vélo, donc ça met tout de suite dans le coup. En plus, le public se charge de me faire monter l'adrénaline. Donc en fait, on est très très vite dans le coup. Et je pense qu'en fait, après 5 minutes, on peut savoir si on est dans un bon jour ou dans un mauvais jour. Voilà, donc tout le monde est sorti maintenant pour aller à l'attaque de la montée. Et alors, en tout cas, Greg Welch a fait partie
particulièrement bien fonctionné pour le moment. Et Kuru, lui, maintenant, il a beaucoup de boulot, notamment pendant les 35 premières miles. Les conditions sont déjà particulièrement chaudes, on y reviendra avec Eric Plantin. Ça sera difficile certainement de battre le record. Welch fait bien. Kuru, est-ce qu'il va pouvoir le rattraper? Jürgen Zak est également un excellent cycliste. Et lui, il est juste derrière Kuru. Et maintenant, les deux ensemble vont certainement essayer de rattraper sur Welch. Donc on reviendra dans quelques instants avec Eric Plantin sur les conditions météo, des conditions où je crois on a battu pratiquement des records de chaleur sur cet Ironman. Avec ces paysages de lave lunaire particulièrement impressionnants. Voilà, on va marquer une nouvelle pause. Vous restez bien évidemment en notre compagnie pour ce qui est certainement le joyau de la saison, comme d'habitude, l'Ironman d'Hawaï. A tout de suite, on est de retour dans un instant. L'Ironman d'Hawaï avec la terrible épreuve cycliste, 180 km le long du Highway Coast Pacific, mais attention, même si ce décor peut être splendide vu d'hélicoptère, ça reste quand même quelque chose de particulièrement sévère et difficile. Greg Welch qui après plusieurs participations, 3e en 89, 2e en 91, blessé l'année dernière. Cette année il s'est préparé avec Mark Allen. Alors Eric Plantin, est-ce que Greg Welch tient peut-être sa chance cette année? En fait, Greg Welch est un athlète hors pair. Il a eu 4 titres de champion du monde sur différentes distances, notamment sur courte distance. Cette année, il a très bien marché puisqu'il avait remporté 2 Ironman. Et tout le monde attend en fait qu'il réalise le grand résultat à Hawaï, puisque c'est un des tout meilleurs coureurs à pied, et qu'en fait la victoire s'adressera à un coureur sur ce type d'épreuve. 2 petits mots pour Ken Glack, qui est surnommé The Beast from the East. Il est 2 minutes derrière un petit peu ce groupe. Dave Scott, lui, est toujours présent, il est à 2,30. Là, tout le jeu tactique consiste à recoller le plus vite possible à l'avant du peloton. Enfin, du peloton, on ne peut pas vraiment parler de peloton puisque c'est une épreuve type contre la montre, mais il est préférable de bénéficier un petit peu de l'avantage psychologique que confère la vue des autres participants. Oui, d'accord, c'est plus la vue que le vent, hein. C'est plus la vue que le vent, tout à fait, puisqu'on est sanctionné d'un stop and go de 5 minutes si toutefois on profite de l'aspiration d'un cycliste. Pauli Kuru à l'instant, 5 minutes déjà derrière. Pauli Kuru qui, Eric, je crois, avait été se préparer en altitude. Oui, d'après ce qu'on en a su, il a été faire un stage en fait de 15 jours en altitude, et a priori il est redescendu au mauvais moment, c'est pourquoi il arrive difficilement à trouver sa carburation aujourd'hui. On a vu à l'instant Jürgen Zek, cycliste solide, qui lui se concentre essentiellement sur sa saison et bien sur des épreuves comme Zofingen, Roth, qu'il a d'ailleurs gagné. Vous étiez avec nous à Eurosport certainement pour le voir. Et là maintenant on va découvrir un petit peu mieux qui est Pauli Kuru dans quelques instants. Pauli Kuru qui depuis les 3 dernières années est certainement l'un des meilleurs Européens, notamment sur les longues distances, et qui a la chance de s'entraîner, regardez ça, dans un décor idyllique en Finlande. Et si je crois qu'il y a un décor qui peut inciter à des jeunes sportifs qui nous regardent de pratiquer le triathlon, et bien c'est bien le cadre dans lequel Pauli Kuru peut le disputer. Chaque fois que je sors pour nager, pour faire du vélo ou courir, je sais exactement ce que je vais faire.
Plusieurs fois, j'ai besoin de revoir mon entraînement pour voir comment j'ai réagi par rapport. Et même des fois, je reviens 1 an ou 2 ans avant pour voir un peu comment mon programme d'entraînement a fonctionné ou pas en compétition. Je crois que ça aide particulièrement de planifier sa saison et ses entraînements. À Hawaï, en 1993, pendant longtemps, Pauli Kuru s'est vu dans la peau d'un vainqueur. Et malheureusement, il y a eu un problème. Le système s'encrasse. Et puis il y a eu surtout ce retour, un retour où il ne pouvait pas faire grand-chose. C'était le retour de Mark Allen avec ce respect mutuel entre deux grands champions. L'année dernière, je n'ai pas fait exactement ce que je voulais faire. Et j'ai touché le mur, en fait. Et je savais que déjà pendant le vélo, j'allais avoir des problèmes parce que je n'avais pas suffisamment mangé. Après, ça a été un problème de timing. Kuru, c'est l'homme qui compte, il fait partie bien évidemment des plus forts et il sait exactement également ce que font ses concurrents et il connaît parfaitement ce que font ses concurrents et il s'entraîne aussi un petit peu par rapport à ça. Mais bien évidemment, le triathlon n'est pas toute sa vie, c'en est une grosse partie. La majeure partie de sa vie, il la consacre surtout à sa famille. Il a une approche assez scientifique de son entraînement et il travaille beaucoup au sport testeur. Il travaille toujours en corrélation avec ses pulsations. I feel so sure that I don't know why. Je me sens vraiment sûr, en confiance. Je me sens vraiment très confiant. Je n'ai pas besoin de vérifier ce que j'ai fait. Maintenant, je sais que j'ai fait le nécessaire et ça devrait être suffisant. Kuru qui est encore loin du but et qui va avoir encore pas mal de boulot. Dave Scott qui est en train de passer quelqu'un qui fait partie aussi des grosses références, c'est Mike Pigg. Oui, Mike Pigg qui, comme beaucoup ce jour-là, était dans un jour sans, mais la concurrence est tellement rude, les conditions sont tellement difficiles que tout le monde ne peut pas aller au bout. Il faut savoir aussi quand même que Mike Pigg, un petit peu comme beaucoup d'autres athlètes, notamment sur le circuit ITU, ont beaucoup couru ces derniers mois. C'est sûr que pour gagner à Hawaï, il ne faut pas se disperser et il faut vraiment que ça devienne l'objectif d'une saison, un petit peu comme ça l'a été pour Dave Scott cette année. On voit notamment Brad Bevan sur le circuit ITU qui a vraiment enchaîné un nombre de victoires incroyables et puis bon, qui manquait peut-être encore un petit peu de jus pour enlever le titre suprême de champion du monde en Nouvelle-Zélande. Là actuellement on est en train de voir donc ce que l'on appelle les age groupers, c'est-à-dire des gens qui prennent le plaisir de participer à l'épreuve, effectivement dans leur temps, dans leur rythme, à leur rythme plus exactement. Lynn Edwards qui dit, lorsque j'ai commencé à faire de l'exercice, je me sentais tellement bien à faire des exercices, mais lorsque je me regardais dans le miroir, je dis mais je ne pouvais pas être si vieille parce que moi à l'intérieur dans mon corps je me sentais forte, je me sentais en bonne forme. Je crois que je l'ai fait 2 fois et à chaque fois j'ai un état merveilleux, j'ai un super feeling simplement par le fait d'être présent ici à Hawaï. Et je crois que c'est déjà très excitant d'être simplement un simple participant à cette chose immense. Ça traduit un peu, vous c'est différent, vous êtes athlète de haut niveau, mais est-ce qu'on peut quand même considérer, vous accompagner les Français, vous restez en groupe à Hawaï, on peut considérer que... Oui, tout à fait, on fait tous partie d'une même et grande famille, c'est le triathlon. Et là j'ai eu le bonheur, entre autres, par exemple, de faire l'épreuve avec mon père en 89, qui a terminé aussi l'Ironman. Et je dois dire que c'est pour un père et un fils, c'est exceptionnel, c'est un des plus grands souvenirs de ma vie. Très, très joli témoignage de la part d'Éric Plantin, alors que l'on regarde l'arrivée de John Franks sur la course. Et là, on repart sur le Queen Highway avec Ken Gla
qui devient la cible de Greg Welch. Ken Glack avait pris déjà un petit peu d'avance. Ken Glack, c'est un athlète américain que l'on a pu suivre également à plusieurs reprises, qui était dans le coup, notamment à Toronto. Il avait terminé 4e, une épreuve qu'a remporté d'ailleurs Greg Welch. Ken Glack, on l'a retrouvé également à Roth, où il avait terminé 8e devant Mark Allen. Ça, c'est également une référence. En fait, ils sont 3 à occuper le leadership de la course. Il y a Glack qui vient de se faire passer par Dave Scott et Greg Welch voilà, qui est juste à côté de lui. Et ils sont pour l'instant tous les 3 en tête. Et derrière, il y a un groupe important qui s'est formé, un groupe de poursuivants. Groupe de poursuivants dans lequel on va le voir dans quelques instants. On retrouve Jürgen Zeck et Pauli Kiuru. Vous, à ce moment de la course, revenons. Rappelons que vous êtes sorti au niveau de la natation 170e et que sur le vélo, vous allez fournir un travail assez considérable. Oui, en fait, en natation, j'ai eu des moments pénibles. Et puis dès que je me suis retrouvé sur ma machine, j'ai tout de suite senti que ce jour-là, j'étais en pleine possession de mes moyens. J'aimerais simplement revenir sur un truc, sur les images précédentes, à savoir, il est exceptionnel de voir que Dave Scott, à 40 ans, soit à ce stade de la course en tête. Et pour tous les observateurs, ça paraît déjà incroyable, alors qu'il a arrêté pendant 5 ans la compétition. Ça, c'est important de le voir en tête de la exactement. course, c'est extraordinaire. Jürgen Zeck qui est à 4,30 derrière, et on retrouve maintenant quelques images sur Jürgen Zeck. I like to be with triathletes, but I also like to be with other people. Pas besoin de traduire. Des images qui avaient été tournées à l'occasion du triathlon de Roth. I don't think about triathlon all day long. Et il confirme également ce que beaucoup de gens disent. Il ne pense pas toute la journée au triathlon, il pense également à d'autres choses. Je crois que c'est important de voir que ces athlètes qui ressemblent à des machines sont aussi des individus avec leur propre caractère, avec une approche de leur discipline totalement différente, qu'on passe d'un Mark Allen à un Jürgen Zeck ou un Pauli Kiuru ou encore Greg Welch qui est plutôt facétieux. Chacun mène sa barque à son image. Alors là, ce sont des images qui semblent un peu banales pour nous. Il ne faut pas oublier que ça a été réalisé par les organisateurs de l'Ironman avec l'aide de grandes chaînes américaines. Et effectivement, cette petite ville de Vallender où habite Jürgen Zeck dans la vallée du Rhin, eh bien, peut paraître un peu kitsch pour les Américains. Et ils adorent ce genre de paysage calme. Jürgen Zeck qui était d'ailleurs venu à Eurosport commenter le triathlon de Roth qu'il avait remporté et bien donc est vraiment le leader de cette discipline en Allemagne. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Roth avait été sa première victoire en Ironman avec, on se souvient aussi, une belle prise de bec avec Wolfgang Dietrich qui est actuellement blessé. Il souffre d'une infection au genou consécutive aux entraînements cyclistes. Jürgen Zeck qui confirme que le triathlon en Allemagne est beaucoup plus important que ne peuvent l'être le baseball et d'autres sports. Et les Allemands le suivent de manière un petit peu scientifique, voient un petit peu avec les entraîneurs. Et c'est vrai que les Américains le font un peu plus sur du côté feeling émotionnel, comme il peut le dire. L'impression, enfin, on retrouve un peu le concept de Kiuru, c'est-à-dire un concept pur scientifique. Oui. C'est vrai que c'est important de noter que, contrairement en France où on a occasionnellement 2 lignes dans l'équipe, en Allemagne ou aux États-Unis, les triathlètes sont des sportifs considérés, reconnus à part entière et sont même des vedettes. Voilà cette arrivée superbe de Jürgen Zeck cette année avec cette première victoire. Avec le triathlon de Roth, ce que les Américains disent, c'est un peu le Woodstock du triathlon. C'est très drôle parce que ça fait quand même effectivement 100 000 spectateurs. Et vous le voyez à l'arrivée, il y a de quoi se rafraîchir. À mon avis, il ne boira pas tout quand même. Non, je crois pas. Je crois qu'il a une grosse santé, on ne sait jamais.
Alors c'est vrai que les Allemands... Alors lui, il adore quand ça va vite, que ça attaque, notamment quand il y a le changement de vitesse, et que lui, il est en tête, hein, il les passe petit à petit et passe devant parce qu'il sait que les autres, ça leur fait peur. Et là, je voulais revenir simplement pour les Américains sur l'image de l'autoroute, parce que les Américains n'arrivent pas à comprendre que la vitesse ne soit pas limitée en Allemagne et que des gars peuvent débouler à 180-200 à l'heure sur la file de droite. Ce qui est à retenir, c'est que Jürgen passe pour être le meilleur cycliste parmi les triathlètes sur les distances Ironman. C'est vraiment comme on dit, une mobilette. Une mobilette, et puis en plus, vous avez vu, une bonne gueule. Je crois que ça va faire encore contribuer à exploser son fan club en Allemagne. Le standard va certainement flamber ce soir. On revient maintenant à la dure réalité après ce très beau portrait consacré à Jürgen Zach. La dure réalité, c'est le bitume. Et revenons un petit peu sur les conditions météo. On a lu à plusieurs reprises qu'il y avait eu un record de chaleur sur l'île. Oui, en fait, cette année, c'est vrai qu'il faisait particulièrement chaud. Et la chaleur est renforcée par le fait qu'on traverse les champs de lave et que ce décor noir renvoie la chaleur beaucoup plus que partout ailleurs. Voilà donc les derniers nageurs encouragés. Jim Ward, il a 77 ans et termine donc ses 3 km 8 de natation sous vraiment les vivas des supporters et puis surtout de tous les volontaires. Ça aussi, c'est une belle image qui fait reculer surtout pas mal d'idées préconçues concernant l'âge. Déjà, c'est une belle façon de vieillir, et je crois qu'effectivement cette édition montrera que tous les idées préconçues concernant l'âge sont parfois erronées, et qu'à 30 ans finalement on n'est pas un vieux sportif. Et encore à 70 ans, il est en train de nous montrer que non plus. Voilà, des images absolument rafraîchissantes. Je vous propose de marquer une nouvelle pause. On se retrouve bien évidemment dans quelques instants. Restez bien avec nous pour l'Ironman d'Hawaï. Ironman d'Hawaï avec toujours cette épreuve de vélo particulièrement difficile, 180 km à travers les champs de lave. L'océan, certes, c'est plus pour la carte postale. Et il est 9h12 du matin. Ça veut dire que les athlètes ont déjà plus disons 2h30 d'effort, 3h. Déjà, oui, le départ est à 7h, donc ça fait 2h12. Voilà, 2h12 très exactement. Avec plusieurs hommes de tête. On l'a vu, donc ça se joue un petit peu entre Greg Welch, Ken Glad, Dave Scott, qui actuellement font la course en tête. Voilà, ils se marquent, mais ils sont à une distance réglementaire. Mark Allen qui fait le point, et Mark Allen qui dit il est étonné par la présence de Dave Scott, car là il dit maintenant il va y avoir une côte qui va être particulièrement difficile, et c'est là où les plus gros cyclistes, les cyclistes les plus forts vont pouvoir faire la différence. Et pour Mark Allen, il dit c'est là où le véritable talent de l'Ironman va commencer. Ouais, Mark Allen qui doit être un petit peu bouillonnant à l'intérieur, même s'il affiche un visage serein. De circonstance, voilà. Compte tenu qu'il a gagné les 5 dernières, ça doit le démanger un petit peu quand même. Alors pendant qu'on voit Ken Glad qui va aborder cette côte, et puis derrière à 3 minutes Jürgen Zach qui essaie de fournir un effort pour revenir petit à petit. On peut effectivement dire quelques mots maintenant sur Mark Allen. Alors Mark Allen effectivement a gagné à 5 reprises cette épreuve, et puis surtout de manière continue. L'écart se réduit pour Jürgen Zach. Cette année il a voulu se lancer dans le marathon, et je crois que sur le marathon de Berlin, ça n'a pas très bien marché. 2,40 je crois. Oui, non, mais je crois que Mark Allen, ça fait 10 ans qu'il c'est le triathlète de la décennie. Il a remporté 10 fois sur 10 l'épreuve de Nice, 5 dernières éditions d'Hawaï, il a été maintes fois champion du monde. C'est un monstre, et en fait je crois que pour finir sa carrière il en avait un petit peu marre. J'ai discuté avec lui, et il avait décidé de participer aux Jeux Olympiques au marathon, et en fait il a eu un bébé au courant de l'année avec sa femme Julie Moss, qui était une excellente triathlète aussi, et je crois que tout s'est un petit peu défait dans sa tête.
Voilà Naomi Fraser qui nous dit quelques mots parce qu'elle est en tête pour le moment de l'épreuve, peut-être vers un 7e titre. Et elle aussi, elle aime bien voir son rythme, aussi bien à l'entraînement qu'en compétition. Et c'est superbe d'être en tête, dit-elle, mais chaque fois que je peux être en tête, eh bien, ça me permet d'avoir mon rythme et essayer de donner le meilleur que je peux. Je ne pense pas qu'il y a une grosse pression pour moi de gagner 7 fois, dit-elle, mais il y a plutôt une pression pour pouvoir être là à nouveau et terminer l'épreuve. Parce qu'il faut savoir que Erin Baker a terminé sa carrière. Ça aurait pu être effectivement une menace encore pour elle. C'était sa principale rivale, mais elle est une pointure au-dessus de tout le monde. Donc je crois qu'effectivement, elle aime bien suivre son rythme. Surtout, elle aime bien imposer son rythme parce que personne n'est capable de la suivre en vélo. Moi, je suis sorti derrière en natation. J'ai mis du temps avant de la rattraper. Ouais. Et je l'ai passé. Grande dame. Mais ouais, elle est vraiment impressionnante. This is Allison Air Force Base. Alors là, maintenant, un petit sujet sur... We're located 20 miles east of Fairbanks, soyez pas surpris. Une base qui est en Alaska et on va suivre un sujet qui est un petit peu difficile pour nous à percevoir parce que on n'a pas un environnement. Il concerne Debra Foss qui est ici, qui est capitaine dans l'US Air Force en Alaska et qui participe à cet Ironman. Et c'est vrai peut-être que l'armée américaine a une image, une présence dans la vie quotidienne que l'on n'a peut-être pas nous en Europe. Et c'est la raison pour laquelle donc la télévision américaine chaque année insiste bien sur ce genre de personnage ça n'est absolument pas inintéressant. Et donc elle nous dit que Debra Foss adore donc ce sport, l'association du sport avec son métier parce que ça lui permet de mieux négocier son stress, de le compenser. Et elle pense que c'est également que dans l'Ironman, dans l'entraînement de triathlon, eh bien, il y a une notion d'intelligence qui intervient quant à la gestion de son entraînement. Et c'est quelque chose qu'elle apprécie particulièrement. Oui, en fait, chaque athlète a son sponsor. Elle est sponsorisée par l'armée. Chacun son truc. Voilà, donc c'est un résumé d'Eric Plantin, effectivement, un sponsor comme un autre. Alors voilà, donc elle fait l'Ironman comme un challenge. C'est vrai que l'armée c'est également un challenge. Et pour elle c'est vraiment la chose la plus dure qui soit. Et rien que les entraînements qu'elle peut faire dans une même journée lorsqu'elle accumule les 3 disciplines sont déjà un véritable challenge pour elle. J'adore d'être en Alaska parce que la nature est tellement superbe. J'adore les extrêmes et c'est vrai que la nature en Alaska offre ce genre d'extrême. J'aime la vie naturelle et je ne voudrais laisser aucune opportunité d'explorer quelque chose de nouveau dans la vie. Je suis entré dans l'Air Force il y a quelques années cela, justement pour avoir un nouveau défi à relever. Et j'adore relever ainsi de nouveaux challenges de temps en temps. Il est à noter pour certains observateurs que les athlètes n'ont pas de roue lenticulaire alors que le type de parcours s'y prêterait, mais en fait elles sont interdites à Hawaï parce qu'il y a de forts vents latéraux qui peuvent se lever et ça poserait des problèmes de sécurité et de trajectoire sur la route, donc c'est interdit pour tout le monde. Regardez ça, c'était une des phases intéressantes de l'épreuve. Ken Glack, Greg Welch, Dave Scott et regardez qui arrive, Jürgen Zak, c'est exactement ce qu'il a dit tout à l'heure dans son interview. J'aime bien appuyer, emmener gros pour en mettre un petit coup au moral sur les autres et les passer. Et vu comme il les passe, il doit rouler très très fort parce que les autres sont pas là pour faire de la figuration, exactement. Mais là, comme il disait tout à l'heure au téléphone, c'est une phase où il y a une légère pente, une déclivité, et lui il est lourd, beaucoup plus lourd, donc ça l'a aidé également à passer tout ce groupe. Là on sent qu'il fait l'effort, hein. Il emmène sans doute un développement de 53-12, quelque chose de... Un truc à la Spencer Smith en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est ça. C'est peut-être pas comparable au développement d'un Rominger, mais c'est pas non plus le record de l'heure. Et il y a le marathon à courir derrière. Regardez bien ce qui va se passer là tout de suite. Jürgen Zak est en tête. Il se trompe de chemin. Il pense que c'est le turning point. Il va perdre un temps fou là. Il est fou de rage. Il y a eu une mauvaise orientation de la part des policiers à cet endroit-là.
Et Jürgen Zak, qui a fourni un tel effort, eh bien, se retrouve maintenant en 4e place. C'est Greg Welch, Ken Glin et Dave Scott qui sont repassés devant. C'était ahurissant. Et c'est vrai que, bon, lorsque l'on est en tête, eh bien, on est obligé de faire attention à un certain nombre de choses. Et le turning point, il était là. Il était un petit peu plus loin. Problème de reconnaissance, sans doute. Excitation de Jürgen Zak, qui était quand même à un moment difficile de la course et qui se retrouve donc... Voilà, on va marquer une nouvelle pause publicitaire. Vous restez bien avec nous, bien évidemment, pour savoir si Jürgen Zak revient. Il reste à peu près encore 90 km à parcourir. On vient de le voir, on était au turning point, c'est-à-dire mi-chemin. Et puis il y a un monsieur qui commence à se dégager, Peter Kropko, qui était déjà présent à Roth puisqu'il avait terminé 2e derrière Jürgen Zak. Peter Kropko, 30 ans, qui avait d'ailleurs terminé déjà 3e à l'Australian Ironman en 94 et qui se rapproche petit à petit. Et là je crois que Jürgen Zak prend un petit coup au moral parce que Peter Kropko ne passe pas pour être un très bon cycliste. Je crois qu'il a été, c'est surtout un excellent coureur et je crois que le petit incident au turning point lui a peut-être joué des tours au niveau du mental. Et il avouera après que le fait d'être passé par Kropko à ce moment de la course, ça l'a vraiment, ça lui a vraiment mis un pet au casque, comme on dit. Ouais, effectivement, et puis surtout la manière dont Kropko a son petit sourire comme ça, c'est un peu difficile. Le mental joue pour beaucoup dans ce genre d'épreuve. Et puis alors faut ça, voilà, et hop, il fait la même chose avec Ken Glin. Faut pas oublier que Kropko c'est un solide au marathon. On parlait de marathon tout à l'heure avec Mark Allen. C'est un monsieur qui a déjà couru 2,40 au marathon. 2,40 à la suite des 180 km en vélo. Ça veut dire qu'en valeur intrinsèque, il est peut-être à 2,15, 2,17 dans ces eaux-là. C'était voilà. Ken Glin qui dit si je me sens bien et si je me sens bien et que j'ai vraiment encore de la chance, eh bien j'irai pour la victoire, ça c'est certain. Je préfère donner le maximum pour être devant que de me retrouver 30e. Donc les objectifs sont clairs avec Ken Glin. On va marquer une nouvelle toute petite pause. Vous restez bien avec nous, c'est le découpage américain. On est de là dans quelques secondes. L'Ironman d'Hawaï en compagnie d'Éric Plantin, 31 ans de l'US Créteil, qui en est à sa 5e participation. On a dépassé là maintenant depuis longtemps le turning point. On va revenir dans quelques instants sur les femmes. Mi-parcours en vélo, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Est-ce qu'on fait le point? Il y a un premier bilan? On essaie de voir si tous les compteurs sont en état, si on a bien pensé à s'alimenter, si les douleurs musculaires ne sont pas trop... on essaye de se décontracter un petit peu en se levant de sa machine de temps en temps parce que les heures d'effort commencent à peser sur les jambes, sur le dos, sur le cou. On commence à avoir un petit peu mal partout et il ne faut surtout pas penser à ce qui nous attend parce que c'est un moment où on baisserait les bras. Est-ce qu'on sait, là on vient de voir que Wendy Graham est à 7 minutes derrière Pauline Fraser et que Karen Smyers est à 8 minutes. Est-ce que les coureurs, est-ce que les athlètes ont des moyens de se repérer? Ils ont des informations? Vu que ce sont les filles qui sont en tête de course chez les féminines, elles ont une voiture qui les renseigne en permanence sur les écarts, mais quand on se retrouve à la 80e position ou à plus forte raison à la 800e position, personne n'est là pour... c'est une course individuelle et on n'a pas de renseignements. Regardez, vous venez de le voir, Jürgen Zak a repris les commandes et selon les pointages effectués à cet endroit-là, à Kaula-Kona, eh bien il est un petit peu plus lent qu'en 93. En 93 où il avait explosé le record du temps vélo. Oui, surtout ce qu'il sait, c'est qu'a priori psychologiquement, il doit être dans le dur parce qu'il sait qu'il est avec de très très bons coureurs qui sont meilleurs que lui au marathon. Il anticipe déjà sur la suite de la course, donc c'est le moment ou jamais, s'il en a la possibilité, de tenter quelque chose pour prendre le large. Autrement, il se fera battre sur la dernière épreuve, c'est sûr. Derrière, donc Ken Glin, Peter Kropko, Dave Scott, Greg Welch et Jeff Devlin, l'Américain de Pennsylvanie qui a 30 ans. Qui lui a bien marché également sur les Ironman. C'est un monsieur qui a fini 9e l'année dernière sur l'Ironman,
Et il était à la sortie de la natation, il était, écoutez bien, 163e. Je peux vous le dire puisqu'il est sorti 2 secondes devant moi. D'accord. Et que lui, il est venu chercher une place dans les tout premiers. Scott Tinley, un des personnages également du triathlon, qui aimerait également savoir que le triathlon, ça n'a pas été tout. Il a mené aussi beaucoup de succès dans le business qui l'ont aidé à s'accomplir. Mais dans le même temps, eh bien, il pense que l'Ironman a permis à lui durcir son caractère et à pouvoir mener ses affaires à peu près dans le même sens qu'il arrivait à mener ses compétitions sportives. Ouais, il faut dire qu'il en est à sa 15e participation à l'Ironman sur 18 possibles et que ça serait dommage qu'il n'en ait pas tiré un enseignement. Success in business is interesting. Le succès dans le business, c'est intéressant, c'est un autre job, mais où il faut être créatif, il faut être honnête, et tout ça, ce sont des valeurs que l'on retrouve dans le sport. En fait, c'est le seul triathlète qui a réussi par son nom à commercialiser une marque de vêtements, donc les vêtements Tinley, et ça marche très très bien pour lui. Il a été racheté par Reebok. Par Reebok, exactement. Et là d'ailleurs, il reconnaît que Reebok lui a laissé l'occasion de sa marque, donc Tinley Performance, de pouvoir le laisser s'exprimer comme il avait pu le faire avant et continuer à mener cette vie un petit peu exceptionnelle, il faut l'admettre, où l'entraînement, l'effort physique occupe une place très importante. D'ailleurs, tu avais mentionné qu'il vit à San Diego avec Mark Allen, avec Paula Newby-Fraser, avec Jürgen Zach. C'est-à-dire que tous les meilleurs athlètes du monde, en fait, vivent tous à San Diego. Et il y a une espèce de microcosme du triathlon qui s'est établi là-bas et ils s'entraînent ensemble, ils mangent ensemble. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'ai été faire 2 stages là-bas et un petit peu tous les étrangers maintenant vont à San Diego puisque c'est pas la Mecque du triathlon puisque, comme chacun le sait, c'est Hawaï la Mecque. Mais c'est bien sympa. On termine sur Tinley qui reconnaît que l'Ironman lui a apporté vraiment beaucoup de satisfaction et puis surtout de qualité qui lui permettent de mener ses affaires comme ils peuvent les mener aujourd'hui. Et Scott Tinley qui est pour le moment encore bien placé, pour le moment il est pointé dans disons le pack avant. 15e participation, il faut le rappeler pour ce jeune homme. En fait, je crois qu'il faut mentionner que Hawaï, c'est une course qui se gagne, sans vouloir faire de jeu de mots, à longue haleine, puisque la plupart des participants, ils vont chaque année, ils tirent un enseignement, des erreurs, ils analysent leurs résultats, et en fait, celui qui remporte, c'est celui qui a la meilleure condition du moment, mais aussi le plus d'expérience. L'instant de la transition maintenant, c'est Ken Glack qui est repassé devant Jürgen Zach qui est en 2e position. Et là évidemment les cœurs se remettent à battre la chamade. Dave Scott derrière, Peter Kropko, Greg Welch. Alors c'est un moment effectivement très très important, d'autant plus qu'ils sont dans un mouchoir et il ne faut pas du tout perdre de temps. Les muscles sont tétanisés par des heures d'effort sur le vélo et il faut pourtant très rapidement enfiler ses chaussures, avoir des mouvements très précis pour reprendre le plus vite possible sa position en course à pied. Voilà, Jürgen Zach qui est déjà en train de courir. Derrière, ça s'enchaîne. Il y a Jeff Devlin aussi. Les caméramans, poussez-vous, car évidemment, chaque instant, même si c'est une course de plus de 8 heures, devient très précieux. Il y a les Greg Welch que l'on a vu rentrer. Les transitions ne sont pas prépondérantes comme sur les distances olympiques, mais elles sont très importantes. Jeff Devlin qui arrive. Et là, Greg Welch qui se remet à repartir. Et là, c'est terrible parce qu'on sort du parc à vélo, on a 200 mètres de plat et tout de suite derrière une côte qui scie complètement, littéralement, les jambes. Et là,
Jeff Devlin dans la transition, et puis là encore, on peut le dire, quand même un grand coup de chapeau à Dave Scott. Dave Scott qui est toujours devant, qui est dans la fameuse côte, c'est pour ça qu'il a cette attitude un peu cassée, alors que Greg Welch là est sur du plat, donc il court beaucoup mieux. Voilà Greg Welch, et là ici, Jeff Devlin qui repart avec... Voilà, ils partent tous très rapidement. Et quand j'ai croisé, moi j'étais sur la fin du vélo, quand j'ai croisé Ken Glass, je me suis dit, oh là là, où va-t-il? Il part pour le marathon, il était déjà à fond. Par contre, derrière, on vient de voir Paoli Curo est à la peine. Là, on peut d'ores et déjà le dire, Éric Plantin, en ce qui vous concerne, eh bien, vous étiez sorti 170 de l'eau, et là, au vélo, vous êtes pointé 28. Oui, j'ai fait une très bonne remontée en vélo, alors que les deux dernières saisons, c'était un petit peu mon point faible. J'ai beaucoup travaillé cet hiver, puis surtout, j'ai changé de machine. J'ai roulé, bon, sans vouloir faire de pub, sur un Peugeot, j'ai un cadre monobloc, en fait, en carbone, qui m'a vraiment permis de retrouver pleine possession de mes moyens. Et en fait, c'était un petit peu inespéré de pouvoir, en sortant 170e de l'eau, revenir à la 28e place. Voilà, il y a déjà des instants où on se croise, où on peut faire le point, et c'est toujours Ken Glass qui est devant. Il vient de Winchester, il a 31 ans. Et lui a déjà aussi plusieurs victoires à son palmarès, notamment l'Ironman du Canada, avait déjà terminé l'année dernière 4e sur cet Ironman. Il court un premier turning point à négocier au bout de 2 km. Et il sait très bien que c'est sur ce début de marathon, ça sera l'instant ou jamais. Et là, c'est très important puisque Greg Welch revient à la hauteur de Dave Scott, qui était 2e à ce moment-là, avec Peter Kropko à côté de lui. Et il les dépose, donc c'est déjà une petite passe d'armes psychologique, mais on est au tout départ du marathon et chacun doit retrouver un petit peu son propre rythme. Et peut-être que Dave Scott est plus prudent que Kropko, par exemple. Mais ça sera peut-être pour mieux l'aligner par la suite. En tout cas, on voit que Greg Welch est vraiment très facile. Greg Welch n'est pas un coureur exceptionnel, mais il est capable certainement de faire un grand ton dans le marathon. Il l'a pas encore fait. Moi, je suis particulièrement surpris de son amélioration dans cette épreuve. Moi, par contre, j'ai suivi ma progression et je pense que je vais y aller à mon rythme. Et j'ai pas l'impression que l'amélioration est si sensible pour Greg Welch par rapport à moi ce que j'ai pu faire. Donc il est assez dur quand même sur Greg Welch. Oui, c'est sûr que c'est la vision du sextuple vainqueur d'Hawaï. Hein. Donc pour moi, Greg Welch est quand même un très bon coureur. Je pense qu'il le démontrera sur ce marathon. Regardez, différence de gabarit entre Jürgen Zek et Welch et Kropko. Jürgen qui doit bien rendre 15 kg de plus à Greg, qui en fait est un petit gabarit très léger. Je me rappelle, j'avais couru une course à Tahiti et j'ai un souvenir de Greg Welch en train de courir pieds nus sur le bitume. Et ça m'avait vraiment frappé et il a une très belle foulée de marathoniens en fait. L'arrivée d'une grande dame, Paula Newby-Fraser, on l'a vu, alors que Greg Welch maintenant est passé au commandement de la course. Paula Newby-Fraser qui avait d'ailleurs gagné elle aussi le triathlon de Roth qu'on vous avait proposé lors de cet été. Paula Newby-Fraser qui a maintenant 32 ans, qui est née au Zimbabwe et qui vit la plupart du temps maintenant en Californie, à Enchilitas. Voilà, et Dave Scott qui suit son bonhomme de chemin qui vient de... Rappelons-le encore une fois quand même, Dave Scott, 40 ans, et puisque vous disiez tout à l'heure, Éric Plantin est particulièrement important, il a surtout arrêté 5 ans. Et tous les sportifs de haut niveau savent très bien que lorsque l'on arrête aussi longtemps dans une discipline, et a fortiori dans une discipline qui en comporte 3, c'est pratiquement insurmontable. Tout à l'heure en préparant l'émission, vous aviez eu une image très astucieuse. Oui, ça va, ce que j'ai pensé, c'est que c'est du même ordre que si Björn Borg, quand il s'est remis au tennis, avait fait une finale de Roland Garros après les années d'interruption, où c'est du même ordre que Foreman qui est capable de reconquérir un titre de champion du monde en boxe. C'est quelque chose d'extraordinaire. Là, je crois que c'est le spectacle de Greg Welch en 92.
qui avait été obligé de s'arrêter. Il n'avait pas suffisamment bu et qui était en train de négocier son départ. Et oui, la course est très dure pour tout le monde. C'est arrivé aussi à Mark Allen. Il faut rappeler que Mark Allen, jusqu'en 89, chaque année, a buté face à Dave Scott. Et Dave Scott, à chaque fois qu'il allait à Nice, butait contre Mark Allen. Personne n'a pu gagner sur les terres de l'autre. Là, c'est intéressant ce qu'il dit. J'ai appris à observer les gens, à être patient, à surveiller leur respiration, leur attitude. J'ai un boulot à faire. Et j'ai envie de, cette année, de faire mon job et de tout ramener à la maison. Et ça a été son but de vivre ces 6 derniers mois. Ça, c'est un témoignage qui en dit long également sur sa motivation. Et ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure avec sa préparation avec Mark Allen. Oui, et l'enjeu pour lui était d'être le premier non-américain à remporter depuis 17 éditions l'épreuve. Il y a quelque chose, et là Dave Scott, 40 ans, c'est hallucinant cette image. Est en train de reprendre le coureur donc Ken Black qui était parti en tête du marathon et qui était parti très rapidement, et lui est parti comme il se connaît énormément sur cette course. Il a quand même gagné 6 fois, terminé 2 fois deuxième. Et là, c'est une image superbe puisque Dave Scott, il a maintenant Greg Welch dans l'axe. Oui, et oui, ils sont au 25e kilomètre de course à pied et Dave Scott arrive à recoller pratiquement à 10 secondes de Greg Welch et il est toujours en tête de la course. Il va pour prendre le leadership. C'est un suspense pour les adeptes du triathlon incroyable. John Franks qui lui aussi passe de longues heures sur le bitume. Je vous propose de marquer une nouvelle pause. Restez bien avec nous pour savoir si Dave Scott, The Man, va rattraper Greg Welch dans quelques instants. À tout de suite. Retour en compagnie d'Éric Plantin sur ce suspense absolument incroyable, puisque avant de vous quitter, on a vu donc Dave Scott revenir sur Greg Welch avec là maintenant l'entrée dans le Natural Energy Lab. Qui est en fait la dernière fois où les coureurs vont se croiser et donc pouvoir un petit peu se jauger l'un l'autre. Donc il est important d'avoir une bonne attitude pour montrer à l'autre qu'on est toujours là. Et je crois que la course devrait se jouer à ce moment très précis. Avec ce phénomène incroyable qui est Dave Scott à moins de 12 secondes derrière Greg Welch. 9 départs, 9 participations à l'Ironman, 6 victoires et on a peut-être tendance à l'oublier également, 3 deuxièmes places. Et effectivement, peut-être son arrêt de la compétition a laissé la place à Mark Allen pour se créer une légende. Mais si on devait trouver une sorte de hiérarchie dans ces deux légendes, c'est vrai que Dave Scott est peut-être un ton légèrement au-dessus. Dave Scott, les deux sont extraordinaires. Dave Scott, son surnom c'est là-bas à Hawaï, c'est The Man. C'est vraiment une légende vivante. Et là, il est en train de mettre une pression incroyable à Greg Welch qui sait qu'il a battu à chaque fois Mark Allen. Et à ce moment précis, Greg Welch sait que c'est plutôt dans la tête que ça se joue. S'il cède un pouce de plus, Scott va revenir dessus inexorablement et va le battre. Et ce plan, je vous laissais terminer, mais ce plan était vraiment terrible avec ce croisement des deux générations. Et là, effectivement, Greg Welch a dû ressentir un bon petit pincement au cœur. En ce qui vous concerne, c'est comment la course à pied ? Ce qui m'a concerné, c'était très difficile parce que j'ai payé un petit peu la débauche d'efforts sur le vélo et à partir du semi-marathon où je suis revenu aux alentours de la 20e place, j'étais comme on dit dans le dur et il a fallu aussi qu'à mon niveau, je puise dans mes réserves psychologiques. Juste un instant, mais à l'instant, on a vu Polly Kuru 45 minutes derrière, lui il a craqué, c'est terminé pour lui. Oui. Alors que pour Polly Newby-Fraser, eh bien, elle a encore augmenté son avance et elle est partie sans doute pour devenir elle aussi une grande légende de ce sport. Cette victoire à l'Ironman, ça n'a jamais existé. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et on peut dire qu'elle a eu le titre de femme la plus endurante de tous les temps par la presse internationale, ce qui est quand même un titre. Karen Smyers qui double un concurrent qui est à 3 km derrière. Mais elle sourit, elle sait que pour Paula Newby-Fraser, c'est pratiquement joué et qu'elle n'arrivera pratiquement pas à la rattraper. Greg Welch sans problème. En ce qui vous concerne, là, vous travaillez avec l'OMS de Créteil, à l'US Créteil. Comment faites-vous pour gérer lorsque l'on travaille un entraînement aussi difficile que l'Ironman ? C'est-à-dire, j'ai la chance d'avoir une ville qui est tout acquis à ma cause et qui me détache suffisamment de temps pour faire mes entraînements et pour pouvoir partir en compétition. Je m'entraîne avec des sportifs de Créteil, des garçons comme
Bon, comme un cycliste professionnel, Pascal Chanteur, qui est pro chez Chazal, je fais du vélo de temps en temps aussi avec le maire. Je cours avec les athlètes de l'US. En fait, j'essaye le plus souvent de m'associer à des spécialistes. Et de cette manière, j'arrive à bien m'en sortir et à pouvoir continuer ma carrière, même à 30 ans. Et surtout après cet Ironman-là, où Dave Scott a prouvé qu'à 40 ans, on peut encore faire des super trucs, et ben, ça m'a donné une sacrée cure de jouvence. Donc je suis reparti au moins pour 5 ans. La pression qui augmente entre Dave Scott et Greg Welch. Greg Welch qui commence à sentir petit à petit que les choses vont devenir sans doute petit à petit se concrétiser. Il a déjà attrapé un drapeau. Greg Welch qui depuis sa première participation en 1987, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, est sans doute le premier non-américain à remporter Hawaï. Et là, c'est le drapeau australien qu'il va agiter. Et je crois qu'à ce moment-là, ça doit être quelque chose de très exceptionnel. Regardez, en plus, c'est un farceur de première. Il sait que c'est joué. Dave Scott ne reviendra pas sur lui. Son temps à l'arrivée, 8h20-27 avec un temps de marathon de 2:48-58. Le meilleur temps de marathon. Et pour la petite anecdote, en fait, il a suivi exactement les conseils de Mark Allen qui lui avait dit c'est au moment du dernier turning point qu'il faudra remettre la pression si tu veux remporter enfin cette course. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est accroché et il a été épuisé au plus profond de lui-même. Et je crois que ça explique parfaitement ce débordement de joie, parce qu'il faut absolument bien remettre ça dans ce contexte, de représenter l'énormité de la chose que ça peut représenter. Il a consacré 6 mois de sa vie, et encore plus, mais 6 mois jour pour jour, sur cette épreuve. Quand je dis sa vie, c'est toute sa carrière, pour faire tomber un mythe, faire tomber une légende, et il y est arrivé. Et puis c'est 8 heures jusqu'au bout de l'effort, jusqu'au bout de ça. Et là, que dire sur cette arrivée de Dave Scott juste derrière, qui lui va terminer à même pas 4 minutes derrière en 8h24-32. Greg, many congratulations. Donc là effectivement maintenant c'est le temps des félicitations et le journaliste dit quelle différence d'une année sur l'autre, et il dit oui effectivement et je suis tellement heureux que et je peux maintenant abandonner, je suis tellement heureux et tellement satisfait parce que tout le sport m'a apporté. Greg, you can't walk away now. It took Mark Allen 7 attempts and this is number 7 for you and you're the winner. Yeah, that's right. I just want to win plenty more now. Et lui il dit j'ai vraiment envie de gagner de plus en plus. Est-ce que vous avez eu peur de Dave Scott? Et ce gars, c'est vraiment un homme, c'est vraiment quelque chose de fou. Il a 40 ans et moi j'espère que je serai encore comme ça, mais il est vraiment exceptionnel. Et il est vraiment mon inspiration, il est vraiment ce qui va me permettre de continuer. Et j'ai toujours pensé à lui, à chaque fois, même quand je me suis mis à marcher, j'ai dit attention à lui, attention à lui. Dave Scott, à peine 4 minutes derrière, 40 ans. Je crois que Dave Scott a jeté sur la course son ombre et que tous les résultats de la journée passent derrière le sien, derrière sa deuxième place. Greg Welch a gagné, Dave Scott a triomphé, c'est pour reprendre un petit peu la formule d'un journaliste, et il a fait quelque chose d'extraordinaire dans le monde du triathlon ce jour-là. Et je crois que ça dépasse complètement le monde du triathlon. L'image que vous avez eue tout à l'heure avec le pit au retour de Björn Borg l'illustre parfaitement. À 40 ans, pouvoir terminer ainsi, accueilli par sa femme, ses enfants, c'est exceptionnel. Les résultats donc, Jeff Leflim va terminer 3e, Jürgen Zak 4e, un tout jeune allemand, Olaf Sabatschus 5e, Ken Glay 9e, Eric Plantin lui est 21e. On aura ensuite Didier Bertrand 61e, Rodolphe Rotrin 63e qui est également lui aussi de l'US Créteil. Alors 7 ans après, l'émotion est toujours intacte. Oui, en tout cas c'était vraiment une victoire personnelle. C'est vraiment une course fabuleuse pour moi. Et lorsque vous partiez, vous pensiez pouvoir arriver à une telle performance? Non, je me sentais fort, bien sûr, j'ai l'expérience des autres victoires, mais je ne savais pas trop ce à quoi m'attendre. Mais lorsque je me suis allé sur le vélo, je sentais que j'avais un bon rythme, j'avais vraiment un bon rythme et je me sentais bien, donc ça pouvait aller bien. Il a été porté par le public, mais je crois qu'il a donné encore une bonne leçon à tous les sportifs de tout poil. C'est que en fait, c'est dans la tête que l'âge
le plus réel. Voilà maintenant Greg Welch qui est en train de subir un petit check-up médical bien évidemment. Et du côté des filles, là aussi on peut y aller. Paula Newby-Fraser qui a donc 32 ans maintenant, eh bien est en train de exploser la légende de l'Ironman elle aussi à son tour. Première victoire pour Paula Newby-Fraser, c'était en 86. Elle a gagné en 86, 88, 89, 91, 92, 93. Et maintenant on peut le dire, c'est même plus un secret, elle est prête pour gagner encore une nouvelle fois cette année. Donc ce résultat va vous permettre sans doute, Éric Plantin, une bonne saison, de pouvoir revenir un petit peu dans le giron des épreuves officielles, dirait-on. Oui, oui, bien sûr. Après une petite année, esselée, je vais retourner, je pense, en équipe de France pour essayer de reporter un petit peu les couleurs de la Fédé de la France. Et puis j'espère pouvoir continuer longtemps encore, ou en tout cas tant que je trouverai cette énergie qui me fait aller de l'avant et qui me donne envie de continuer à être performant. Je voudrais simplement dire que pour le public francophone, qu'il y a un garçon qui s'appelle Jean Moureau, qui est amateur et qui a terminé 8e, et que c'est lui qui a terminé le premier francophone, que c'est un Bruxellois qui est très sympa, et étant donné qu'il travaille, il est expert comptable, je voulais lui rendre un petit hommage parce qu'il a fait un gros truc ce jour-là. Effectivement, on voulait le signaler à la fin du programme. C'est d'ailleurs le supplément spécial Hawaii de triathlète lui consacre également un article, un encadré, et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie des choses importantes, car consacrer, en fait, s'entraîner dans 3 disciplines pendant que l'on travaille, c'est quelque chose. Et puis là, bon, je vous laisse apprécier, tout comme pour nous, cet instant certainement magique pour Paula Newby-Fraser. Elle rentre dans la légende de l'Ironman avec sa 7e victoire de l'épreuve. Peu importe le temps de l'épreuve, elle gagne, et avec une avance tellement énorme sur les autres concurrentes. Il faut savoir que Paula Newby-Fraser terminera également 46e au temps scratch. Elle terminera à une bonne dizaine de places devant Karen Smyers. Fernanda Keller sera 3e, Wendy Graham 4e, Peters Donat 5e. Et puis Sabine Westhoff aura un peu raté son pari puisqu'elle ne terminera que 8e femme, mais bien loin. En tout cas, on ne sait pas. Elle aurait peut-être dû consolider sa victoire sur le classement général en ITU. Éric Plantin, merci beaucoup d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Je crois que ça reste toujours un spectacle absolument formidable, surtout lorsque l'on prend une telle leçon devant autant d'athlètes. On en profite pour dire quelques mots avec Paula Newby-Fraser, qui est la première femme à gagner 7 titres. Et aujourd'hui, j'ai fait mon boulot, c'est tout. J'ai fait ces 7 victoires. J'ai eu quelques mauvaises sensations sur le vélo avec des problèmes de contraction. Et sur les 8-9 premiers kilomètres en course à pied, j'ai eu des problèmes. J'ai eu même la sensation à un moment que je marchais. Et après, je me suis repris. Je me suis dit, allez, il faut que tu le fasses. Tu peux le faire devant les autres et tu vas y arriver, tu vas gagner. Éric Plantin, merci. Chapeau à tout le monde. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison sur Eurosport. Triathlon sur Eurosport avec Reebok.